7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Restez bien avec nous jusqu'à 8h35, émission spéciale en compagnie de Marie Falicon. Et oui, hier, les habitants des nations membres de l'Union européenne ont choisi leurs 720 représentants au Parlement européen. Ces députés européens seront amenés à siéger pour les 5 prochaines années en défendant les intérêts de leurs nations respectives. Si en France, les résultats sont unanimes et confirment Jordan Bardella comme le grand gagnant de ce scrutin, cette tendance s'observe dans toute l'Europe. En Italie, le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. En Hongrie, le Fidesz de Viktor Orban. En Autriche, le FPO d'Herbert Kickl sont aussi les grands gagnants de ce scrutin. Ailleurs, en Allemagne, dans les pays baltes et nordiques, les partis nationalistes arrivent en deuxième position avec des scores extrêmement élevés. On va analyser tout ça. C'est ce panorama politique du continent qui est redessiné aujourd'hui. On en parle avec nos 3 invités. Thibaut Giblin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne, vous êtes doctorant entre Paris et Budapest et vous êtes l'auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale aux éditions Fauve. Vous écrivez aussi des articles pour la revue Éléments et le Vice-Grost. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Nous sommes aussi avec Lionel Balland, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour votre part spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe. Alors on va en parler justement de cette actualité des partis patriotiques. Et à 8h, Guillaume Bernard va nous rejoindre. Il est historien du droit, politologue et maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. Et dernièrement, De colère fracassée dans l'ignorance. Donc hier soir, il y a eu ce scrutin décisif, historique. On nous annonçait une percée de la droite européenne pour ces élections de 2024 et ça s'est confirmé. Est-ce que vous attendiez à un tel raz-de-marée, Thibaut Giblin ? Je tiendrais peut-être à mettre en perspective que le changement, le raz-de-marée, c'est surtout l'affaire de la France. Ce qui s'est passé en France est vraiment extraordinaire parce que le parti au pouvoir est à moins de la moitié de ce que fait l'opposition nationale. On ne peut pas forcément généraliser ça au niveau européen. En Italie, on a assisté à une inversion. C'est-à-dire qu'en 2019, Fratelli d'Italia était le junior partenaire de la Ligue du Nord, de la Lega. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est Giorgia Meloni qui est arrivée en tête largement, mais elle a fait à peu près le même nombre de sièges que ce qu'avait fait la Lega il y a 5 ans. En Allemagne, on a une opposition de droite centriste. C'est quand même le parti d'Angela Merkel qui simplement a 30% des voix, 2 fois plus que le chancelier socialiste. Et qui est appuyé, adossé à maintenant la deuxième force nationale qui est l'AfD. Le problème, c'est que cette droite molle refuse complètement, ne peut pas franchir le pas et s'allier à l'AfD. Donc, le morcellement de la droite va se maintenir. Et je crois qu'on peut faire ce constat à peu près partout dans le continent. Il n'y a qu'en Hongrie où le Fidesz donc, arrive en tête avec plus de 44% des voix. Et alors, c'est même un recul d'ailleurs par rapport au score précédent, mais ça lui permet de dominer de la tête et des épaules, d'avoir 11 sièges sur les 21 du pays et de contribuer de son mieux à l'organisation des droites au Parlement européen. Alors messieurs, on poursuit cette émission juste après le bulletin d'actualité présenté par Adèle Rosner. Il est quasiment 8h. Ligne droite. L'Europe, mais ça n'aboutit à rien. Et ça ne signifie rien. Au cœur des européennes, émission spéciale. Nous sommes donc avec Thibaut Giblin et Lionel Balland. Thibaut Giblin vient de le dire, ce vent nationaliste qui souffle et surtout l'affaire de la France avec ses scores de Jordan Bardella. Lionel Balland, ce vent nationaliste qui souffle en Europe, comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce que la population est soumise à la mondialisation, à l'immigration de masse incontrôlée. Un peu partout en Europe occidentale, des migrants en situation irrégulière sont impliqués dans des pires histoires. Il y a une dégradation générale de la sécurité, une dégradation générale du niveau de vie, mais aussi de la qualité de vie. Et donc, la solution face à tous ces phénomènes qui résultent de l'ouverture des frontières est le retour de la frontière. Et donc, on voit que non seulement des partis nationalistes montent, mais il y a également l'arrivée dans différents pays de forces de gauche souverainistes.
Hmm. Alors, Thibaut Giblin, d'après les premières projections globales, les populistes de droite recueillent 215 sièges sur 720 contre 184 pour la droite classique. Giorgia Meloni s'impose comme l'arbitre de cette victoire européenne. Est-ce la fin de l'alliance traditionnelle entre le centre-droit et le centre-gauche et l'avènement d'une extrême droite, entre guillemets, puissante en Europe ? Alors, c'est un vrai défi, c'est quelque chose qui est une potentialité. Il faut comprendre que la majorité au Parlement européen va traverser le PPE. Donc le PPE peut soit choisir de faire une alliance avec les partis de gauche, et ça ils le font très bien, c'est leur habitude, soit le PPE peut, sur certains sujets, par exemple si le Green Deal ne serait plus d'actualité, essayer de constituer une majorité à droite. Mais là encore, il faut bien comprendre que la vampirisation idéologique de la gauche sur la droite est extrêmement forte, et que pour arracher le PPE à cette aliénation idéologique, il y aurait beaucoup de chemin à faire. Alors, l'une des pierres d'angle de cette bascule, ce serait la chose suivante, c'est que Giorgia Meloni, en effet, arrive à constituer dans cette tendance de droite où il y a aujourd'hui le groupe ECR et le groupe ID, un bloc assez fort qui puisse attirer à soi les éléments du PPE et qui puisse du coup être un acteur vraiment important, parce que pour l'instant, il faut bien garder ça en tête. Tous ces gens qui se sont fait concurrence pendant l'élection, qu'ils fussent au centre-droit ou au centre-gauche, ils sont dans le même bloc, ils sont dans la même matrice idéologique et ils partagent le même ADN politique européiste. Alors on va regarder peut-être d'un peu plus près aussi les différents résultats par pays. En Autriche, le FPÖ arrive donc en tête avec près de 30% des voix, exactement 27%. Il devance les conservateurs qui décrochent eux aussi un score remarquable de 23%. Du côté de l'Italie, Fratelli décroche les 27%. Ils sont donc 23 députés amenés à siéger pour ce nouveau mandat contre 8 jusqu'à présent chez ECR. Lionel Balland, jusqu'à présent aussi les Polonais du PiS, c'était la première délégation du groupe ECR avec jusqu'à 25 élus pour la première fois depuis près de 10 ans. Ils essuient ce qu'on peut appeler de défaite électorale face à une coalition. Côté polonais, justement, comment est-ce que vous expliquez cet échec ? Est-ce que, par exemple, la guerre en Ukraine, en Russie, y est pour quelque chose ? Mais la coalition en place en Pologne est donc là depuis peu de temps. Donc, c'est une conséquence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans la déroute de la gestion du pouvoir. Qui plus est, les nationalistes de la Confédération ont percé, ils entrent au Parlement européen. Et donc, c'est juste l'entérinement des résultats des élections législatives. Alors, vous nous l'avez dit, la droite forte a remporté le scrutin dans de nombreux pays, en Italie avec Fratelli, en Autriche avec le FPÖ et en Hongrie avec le Fidesz de Viktor Orban. Thibaut Giblin, vous êtes spécialiste des relations entre la Hongrie et l'Union européenne. Le Fidesz décroche donc plus de 44% des suffrages. C'est tout de même 8,5% à peu près de moins qu'en 2019, un peu plus de 8,5% de moins. Comment analysez-vous ces scores ? Il faut comprendre qu'il y a eu un nouveau venu dans la politique hongroise depuis quelques mois. C'est un parti qui est parti de rien et qui a fait 30% des voix hier. C'est tout à fait considérable. Et ce parti, donc, s'appelle le TISA, a pris un quart des voix au Fidesz, mais 3/4 des voix à l'opposition de gauche. Si bien qu'on arrive à cette situation assez extraordinaire où en Hongrie, tous les partis à gauche du PPE cumule 2 sièges. 2 sièges sur 21. Ce qui veut dire que la gauche est vraiment détruite en Hongrie. Simplement, le mécontentement de pans de la population, de gens qui sont de sensibilité de gauche, s'est rabattu sur un dissident du Fidesz, qui donc a en effet très bien fait une performance électorale remarquable aux européennes. Cependant, c'était aussi des élections locales en Hongrie hier, et ce candidat et son parti n'ont pas d'ancrage local. Donc le Fidesz n'est pour l'instant pas vraiment en danger. Ce qui est important pour le Fidesz, c'est que maintenant, ils vont être, Viktor Orban va présider l'Union européenne au 2e semestre, et on va être dans une situation de réorganisation de l'Europe avec Viktor Orban qui va être en position de facilitateur des négociations.
Est-ce que vous pouvez confirmer, Thibaut Gibelin, que les élus du Fidesz siégeront donc chez ECR, le groupe politique des conservateurs et réformistes européens, aux côtés de Giorgia Meloni ? Oui, c'est ça l'option retenue depuis assez longtemps. Maintenant, Viktor Orban souhaiterait que précisément les groupes ECR et ID arrivent à fusionner, ce qui était très compliqué tant que l'AfD était toujours le partenaire de la France. Mais dans cette situation où l'AfD finalement a été mis de côté, il serait possible d'avoir un groupe qui associe à la fois les troupes de Giorgia Meloni et celles de Jordan Bardella. Alors Lionel Balland, jusqu'à présent, le groupe ECR, le groupe politique des conservateurs et réformistes européens, avait 68 députés sur les 705 du mandat précédent, une alliance de 17 pays, dont 4 chefs d'État. Plus largement, on compte au Parlement 8 des 27 capitales déjà dirigées ou co-dirigées par la droite dure. Avec cette nouvelle percée, on a le sentiment que la droite n'est donc pas prête de quitter l'Europe, mais cherche bien à la reconquérir. On parlait à l'instant avec Thibaut Gibelin de réorganisation de l'Europe. Est-ce qu'ils le peuvent, ces partis de droite? Quelles seraient les perspectives concrètement? Les perspectives est avant tout pour eux de pouvoir faire pression sur les autres groupes, sur la Commission. Mais la question principale lors de la formation des futurs groupes de tendance patriotique est celle de la guerre en Ukraine, puisque certains partis politiques ont une position très anti-russe. Et donc, est-ce que ces partis qui sont forts anti-russes vont accepter de siéger dans le même groupe que le Fidesz de M. Orban, qui a une position beaucoup plus neutraliste? C'est ça la grosse question. Disons, l'élément le plus perturbateur de la formation d'un grand groupe réunissant de nombreux partis patriotiques est la question du positionnement par rapport à la guerre en Ukraine. Et alors jusqu'à présent, Thibaut Gibelin, le Rassemblement national était le deuxième plus gros contingent de son groupe, Identité Démocratie, après la délégation italienne de la Lega. C'était aussi la plus grande, c'était la plus grande délégation française au Parlement européen avec ses 18 députés. Désormais, le RN devient la plus grande délégation tout court, devant toutes les nationalités, même avant les Allemands du PPE, qui atteignent, eux, les 30% aussi, avant le SPD, l'AfD, respectivement à 15 et 14, on en parlait tout à l'heure. Au-delà du symbole, évidemment, pour la France, que pourra réellement faire le Rassemblement national dès aujourd'hui, s'il reste dans leur groupe qui est quand même isolé, Identité et Démocratie? Alors, l'un des enjeux, en effet, c'est d'étendre, de renouveler les groupes, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est-à-dire qu'à chaque mandature, à l'époque où M. Farage et son parti UKIP étaient au Parlement, ils avaient un groupe sur mesure pour eux. Le Rassemblement national avait un groupe qui s'appelait Europe des Nations et des Libertés sur la mandature 2014-2019. C'est maintenant Identité Démocratie. On peut imaginer que les choses se renouvellent. Il faut, à mon avis, bien analyser que le Parlement européen est quand même un éteignoir. Ce n'est pas là où les choses se décident. Si le Rassemblement national a un rôle historique à jouer, c'est dans le changement de l'organisation politique en France avec les législatives anticipées qui arrivent. Le Rassemblement national peut tirer un surcroît d'élan européen et une autorité au niveau européen du fait de ce succès électoral, mais ce n'est pas dans cet immense Parlement de 720 sièges que même un groupe remarquablement important de 30 députés peut changer la donne et peut asseoir une autorité quelconque. Alors Guillaume Bernard vient d'arriver, on nous le dit à l'oreillette. Donc Guillaume Bernard, bonjour, vous nous entendez ? Je vous entends très bien et pardon de ce retard, mais l'enchaînement des différents plateaux fait que c'est un peu compliqué. Vous avez beaucoup trop de succès, Guillaume Bernard. Bon, Guillaume Bernard, vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférence, auteur de La guerre à droite aura bien lieu et dernièrement Deux colères fracassées dans l'ignorance. Guillaume Bernard, d'abord votre sentiment, puisqu'on ne l'a pas eu sur ce résultat à l'échelle d'abord nationale, j'allais dire, à l'échelle européenne en France, et puis même à l'échelle européenne. Écoutez, je crois que je vais répéter ce que vraisemblablement vos autres commentateurs ont déjà dit. Le RN, par rapport à 2019, a gagné 2 500 000 voix. Ouais. Donc incontestablement, Jordan Bardella s'impose comme un chef politique au niveau national. Le camp macroniste perd 1 500 000 voix. Le Parti socialiste en gagne 2 millions, donc il en récupère incontestablement du camp macroniste et puis des écologistes. Et puis je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que
LFI a gagné par rapport à 2019. Certes, il fait 9%, c'est moins bien qu'évidemment Mélenchon qui fait 20% à la présidentielle. Enfin, il gagne 1 million de voix et on peut penser que c'est 1 million de voix qui sont pris notamment grâce à la stratégie communautariste qui a été mise en œuvre depuis quelque temps. LR perd 200 000 voix, donc c'est un signe décimal, et donc Bellamy c'est un peu plus que Valérie Pécresse à la présidentielle, ce qui le sauve d'une certaine manière. Et puis, Reconquête obtient des élus, ce qui n'était pas gagné. Marion Maréchal fait 1 million 300 000 voix, donc c'est un peu moins bon que, évidemment, les 2 400 000 de Zemmour à la présidentielle, mais enfin, ça n'est pas la même élection, ça n'est pas la même participation, et donc on peut dire que Marion Maréchal gagne son pari, obtient 5 élus au Parlement européen, et donc redevient quelqu'un de, je dirais, une personnalité politique importante en France. Bon, ceci étant dit, évidemment, ce sont les rapports de force qui sont extrêmement importants à avoir en tête. On a donc une recomposition du spectre politique. À droite, c'est très clair, le RN est hégémonique et je ne crois pas trop à la possibilité, je dirais, de ce que le RN laisse véritablement une place à ses concurrents et possibles alliés. Je pense qu'ils vont commettre, je dirais, le péché d'orgueil de vouloir aller tout seul aux prochaines législatives. La recomposition, elle se fait en fait au centre-gauche. Toute la question, c'est de savoir est-ce que le Parti socialiste et les électeurs du Parti socialiste se considèrent plus proches de LFI ou est-ce qu'ils se considèrent plus proches de la grande coalition macronienne. C'est tout l'enjeu. Et je pense que le calcul d'Emmanuel Macron en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale est de se dire soit le RN gagne et dans ce cas-là, il n'aura pas tous les pouvoirs pour pouvoir gouverner, puisque, faites attention, il a bien dit je redissous l'Assemblée et je remets en cause le pouvoir parlementaire. Autrement dit, la défense, les affaires étrangères resteront dans les mains du président de la République. Le pouvoir juridictionnel, et notamment le Conseil constitutionnel qui peut censurer les lois votées par une éventuelle Assemblée nationale à majorité RN, restera toujours évidemment en place. Le pouvoir constituant, le RN ne l'aura pas, donc il ne pourra pas élargir le champ du référendum. Donc, Emmanuel Macron se dit soit le RN gagne, et dans ce cas-là, il gouvernera, mais en n'ayant pas tous les pouvoirs, pas toutes les manettes, pas tous les moyens politiques, soit, eh bien, il ne le gagne pas, il sera décrédibilisé parce que je réussirai quand même à maintenir, je dirais, une grande coalition des modérés avec un parti socialiste qui se sentira plus proche du macronisme que de LFI et disons de sa stratégie communautariste. Donc je pense qu'on a eu droit hier soir à du Emmanuel Macron, fin stratège, extrêmement cynique, et on va au-devant, je dirais, d'une situation politique extrêmement compliquée. Depuis tout à l'heure, ce qui ressort de nos échanges, c'est vraiment intéressant, c'est cette recomposition du spectre politique. On comprend que les groupes vont se renouveler, vont s'étendre, des nouvelles alliances vont être mises en place. Thibaut Gibelin, je me tourne vers vous. Justement, Viktor Orban a appelé dans un interview donné au Point à la fin du mois de mai à ce que Marine Le Pen et Giorgia Meloni puissent travailler main dans la main. C'était des mots très forts. Il les a toutes les deux qualifiées d'être l'avenir de l'Europe, ces deux femmes politiques. Est-ce que Giorgia Meloni pourrait vraiment, selon vous, tendre la main au Rassemblement national qui, lui, aimerait bien, et ensemble redessiner les coalitions demain? On a l'impression que c'est Giorgia Meloni qui a les cartes en main. Oui, l'avantage qu'a Giorgia Meloni, c'est qu'elle est à la tête du Conseil italien. Le point fondamental pour moi, c'est d'éviter, si vous voulez, cette dissolution du pouvoir, ce morcellement de l'autorité qu'on voit partout dans le continent. C'est-à-dire que l'Italie, en effet, est gouvernée par une coalition, c'est le cas aussi en Allemagne, et en France, avec notre monarchie présidentielle érigée par le général de Gaulle, on se trouve confronté à une perte de l'autorité présidentielle telle qu'on arrive à cette dissolution. Donc, face à cette implosion et à cette liquéfaction du pouvoir politique, il est absolument nécessaire que les partis qui partagent l'essentiel arrivent à s'entendre. Simplement, là, on est aussi sur des querelles d'ego, on est peut-être aussi sur des rivalités nationales entre la France et l'Italie qui renvoient à un passé historique très structurant.
et arriver à passer par-dessus ces surmois nationalistes, etc., ça va être un véritable défi. Viktor Orban, lui, comme la Hongrie est un petit pays de 10 millions d'habitants, il ne fait de l'ombre à personne. Et tout son intérêt, c'est d'arriver à coordonner une force européenne qui défende les slogans essentiels du Fidesz pour ces élections. C'était pas d'immigration, pas de théorie du genre, pas de guerre. Reste à savoir si on pourra s'unir là-dessus. Alors Lionel Balland, justement, qu'est-ce qui pourrait retenir, on parlait à l'instant de Giorgia Meloni, qu'est-ce qui pourrait la retenir, la rendre frileuse peut-être d'une alliance avec Identité et Démocratie récemment voilà, maintenant que l'AfD allemand a été exclu, d'ailleurs, autre question, en même temps vous pourrez y répondre, est-ce que leur exclusion avec leur grand score est toujours d'actualité? Mais puisqu'ils sont exclus, est-ce que quelque chose est tombé et donc ils pourront éventuellement s'allier avec ECR? Donc l'AfD ne va probablement pas rejoindre le groupe Identité et Démocratie après ce scrutin. Madame Weidel, qui est la coprésidente du parti, l'a dit hier, elle n'y croit vraiment pas beaucoup. Donc l'AfD va probablement tenter de former un groupe avec d'autres partis patriotiques plus radicaux. Il y avait déjà un prémisse, puisqu'il y a eu une déclaration à Budapest qui avait été signée par différents protagonistes durant l'été, puisque Maximian Krau, qui est la tête de liste, avait prévu donc en quelque sorte cette possibilité. Donc l'AfD pourrait former un troisième groupe. Maintenant, il faut voir s'ils vont avoir le nombre d'élus et de représentants de pays nécessaires pour faire cela. Alors, surtout que Thierry Baudet, aux Pays-Bas, n'a pas eu d'élu avec son parti, le Forum pour Démocratie. Il a voulu également se présenter en Belgique, mais il n'a pas récolté les signatures nécessaires. Donc, il va être très difficile pour eux de former un groupe autour de l'AfD. Il est d'ailleurs à signaler que dans l'Est de l'Allemagne, l'AfD a obtenu de très bons scores, mais également le parti anti-immigration de gauche, de Mme Wagenknecht, une scission du parti post-communiste Die Linke, et qu'en sorte, dans de nombreux endroits de l'Est de l'Allemagne, ces deux partis sont au-dessus de 50%. Et oui, justement, je voulais vous parler de cette gauche anti-immigration en Allemagne qui décroche tout de même 5 sièges, c'est ça? Oui, voilà. Mais c'est surtout, par-delà les élections européennes, les scrutins qui auront lieu au mois de septembre dans 3 États de l'Est, qui sont les plus importants. Puisque là-bas, le système en place, qui a été implanté il y a 33 ans, lors de la chute du communisme, donc a totalement coulé. Les perdus du système sont à terre, à part peut-être les démocrates chrétiens de la CDU. Et donc, les forces patriotiques sont extrêmement fortes, puisque je viens de le dire, dans toute une série d'endroits. Ensemble, les nationalistes et la gauche anti-immigration arrivent à obtenir ensemble plus de 50%. Et la question pourrait se poser, après les élections dans ces États, de la future formation d'un Queer Front, c'est-à-dire d'un front transversal, où devrions les nationalistes et cette gauche anti-immigration avoir une tentation d'aller au pouvoir ensemble, même si jusqu'à présent, le parti de gauche anti-immigration de Sarah Wagenknecht, BSV, s'est toujours dit opposé à la formation d'un tel front transversal. Alors justement, Thibaut Gibelin, c'est intéressant ce parallèle entre l'Allemagne et la France, puisque d'une certaine manière, on comprend que la légitimité du gouvernement est aussi chez eux remise en cause d'une certaine façon avec ces scores, puisque les chrétiens démocrates sont arrivés largement en tête, suivis donc du SPD, d'Olaf Scholz et de l'AfD allemand ensuite, mais avec un très bon score presque à égalité. Est-ce qu'on pourrait voir un peu, là on comprend avec ce que vient de dire Lionel Balland qu'il y a d'autres élections qui arrivent, mais est-ce qu'un schéma à la française, comme on a pu voir hier avec une dissolution de l'Assemblée nationale, etc., pourrait être quelque chose? Est-ce qu'une remise en cause du gouvernement allemand pourrait avoir lieu aujourd'hui? Alors, je ne pense pas, parce que l'Allemagne est gouvernée par une coalition. C'est vrai que la coalition, si on cumule les différents partis de cette coalition, en fait, ils ont autant de sièges que la CDU à elle seule. Donc, c'est une énorme contre-performance. Mais l'Allemagne peut patienter, puisque les élections sont prévues l'an prochain. En revanche, ce qui est grave, enfin ce qui est problématique pour une alternance en Allemagne, c'est qu'il y a une barrière infranchissable érigée par les médias,
des pressions idéologiques ambiantes qui empêchent la droite et la droite nationale de s'unir, la CDU et l'AfD, ce qui rend très illusoire un changement de situation. D'où la perspective très intéressante signalée par Lionel Balland d'un front transversal où finalement on prendrait à revers les partis centraux et ce serait possible. Vous savez que l'Allemagne est établie sur des Länder, c'est-à-dire que les structures fédérales donnent beaucoup de poids aux Länder, et on pourrait imaginer dans les Länder de l'Est, en effet, que la droite AfD, la droite nationale, et la gauche anti-immigration arrivent à évincer finalement des structures politiques héritées de 1949, héritées de l'après-guerre et décidées par la puissance occupante. Guillaume Bernard, avec ce score des chrétiens démocrates allemands, c'est donc aussi une victoire pour le PPE. Ursula von der Leyen, actuelle présidente de la Commission européenne, a d'ailleurs salué cette victoire pour le PPE à l'échelle européenne. Est-ce que ça veut dire que la victoire des patriotes est mitigée ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je crois que si on regarde les éventuels groupes au Parlement européen qui vont sortir des élections d'hier et même de la semaine dernière, puisque certains pays ont voté avant dimanche. On s'aperçoit quand même que ceux qui sont en dégringolade, c'est le groupe social-démocrate, c'est le centre libéral. Et en France, par exemple, effectivement, la Macronie, tandis que la droite modérée est maintenue et que effectivement il y a une progression incontestable, mais une progression mitigée quand même du nombre d'élus que l'on pourrait qualifier de nationalistes, de souverainistes ou de populistes. Pour illustrer cela, je reviens un instant sur ce que vous avez évoqué, la recomposition possible du groupe ID dans lequel siège le RN et le groupe ECR dans lequel siège par exemple le Fidesz, maintenant hongrois, alors qu'auparavant il était au PPE. Je pense et je crains d'une certaine manière que l'on ne soit plus dans de la tambouille électorale nationale que dans véritablement une stratégie au niveau du Parlement européen. Je m'explique en 2 mots. Je pense que les grosses structures, le RN par rapport à LR et à Reconquête en France, le Fidesz par rapport à son concurrent sur la droite, en Italie, Meloni, Fratelli d'Italia face à la Ligue de Salvini qui aujourd'hui pèse un peu moins de 10%. Je pense que ce sont plus les gros partis de chacun des pays qui ont intérêt à créer un groupe on va dire nationaliste, populiste au niveau européen, pour étouffer en leur sein, dans les États, leurs concurrents potentiels, plus que, je dirais, avoir véritablement l'espoir que ce groupe puisse renverser la table au niveau du Parlement européen et dans une éventuelle tentative de censure de la Commission de Bruxelles. C'est plus une stratégie en interne pour favoriser les gros partis et favoriser la recomposition au sein de chacun des États au bénéfice des principales forces politiques et au détriment de leurs principaux alliés que véritablement une stratégie au niveau du Parlement européen, me semble-t-il. Eh bien, vous concluez cette séquence. Merci beaucoup Guillaume Bernard. Merci à Thibaut Gibelin, Lionel Balland d'avoir participé à ce début d'émission spéciale européenne.